Les évitants ne vous diront jamais la vérité sur ce qu'ils ressentent quand ils sont seuls. Ils vont vous dire qu'ils ont besoin d'espace, qu'ils veulent réfléchir, qu'ils ont des choses à faire. Mais la réalité est beaucoup plus simple et plus brutale. Ils se sentent mieux sans vous, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que votre absence leur donne quelque chose que votre présence ne peut pas leur donner. La paix totale. Quand un évitant se retrouve seul, il n'a plus à gérer vos émotions en plus des siennes. Il n'a plus à décoder vos expressions pour savoir si vous êtes contrarié. Il n'a plus à surveiller chaque mot qu'il dit pour éviter de créer un conflit qu'il ne sait pas gérer. Il n'a plus à performer l'intimité ou à prétendre qu'il ressent des choses qu'il ne ressent pas. Dans la solitude, il peut simplement exister sans avoir à répondre aux attentes émotionnelles de quelqu'un d'autre, et ce soulagement est immense pour lui. Vous pensez peut-être qu'il se sent seul ou qu'il s'ennuie quand vous n'êtes pas là, mais c'est l'inverse qui se passe. Il se sent enfin libre. Libre de ne pas avoir à expliquer pourquoi il ne veut pas parler. Libre de ne pas avoir à justifier son besoin de silence. Libre de ne pas avoir à rassurer quelqu'un sur ses sentiments. La solitude lui offre un contrôle total sur son environnement émotionnel et ce contrôle vaut plus que n'importe quelle connexion que vous pourriez lui offrir. Parce que dans les relations, il y a toujours cette part d'imprévisibilité qui le stresse. Vous, vos humeurs qu'il ne peut pas anticiper, vos besoins qu'il ne peut pas toujours satisfaire, vos réactions qu'il ne peut pas contrôler. Même quand vous êtes de bonne humeur, même quand vous ne demandez rien, votre simple présence lui rappelle qu'il pourrait devoir gérer quelque chose qu'il ne sait pas gérer. Et cette possibilité permanente de conflit émotionnel le fatigue bien plus que la solitude ne pourrait jamais l'ennuyer. Alors, il choisit la solitude parce qu'elle lui garantit qu'il ne peut décevoir personne, qu'il ne peut blesser personne, qu'il ne peut créer aucun drame qu'il devra ensuite réparer. C'est un environnement où il maîtrise toutes les variables, où rien de surprenant ne peut arriver, où il peut prédire exactement comment sa journée va se dérouler. Et cette prévisibilité lui donne un sentiment de sécurité qu'aucune relation, aussi stable soit-elle, ne lui a jamais procuré. Pour lui, être seul n'est pas subir une absence, c'est retrouver un équilibre. Un équilibre où il n'a pas à naviguer dans le territoire compliqué des émotions partagées, où il n'a pas à traduire constamment ses pensées dans un langage que vous pouvez comprendre. Mais cette préférence pour la solitude cache quelque chose de plus profond qu'un simple besoin de tranquillité. Elle révèle pourquoi l'intimité lui pose un problème fondamental qu'il n'arrive pas à résoudre. L'intimité représente pour un évitant ce que représente une foule pour quelqu'un qui souffre d'agoraphobie, un environnement où il perd le contrôle de tous les éléments qui lui permettent de se sentir en sécurité. Vous croyez que l'intimité, c'est se rapprocher, partager, créer de la complicité. Pour lui, l'intimité, c'est subir une invasion de son espace émotionnel personnel qu'il a passé des années à protéger et à organiser selon ses règles. Quand vous voulez parler de vos sentiments, il entend « Je vais te forcer à naviguer dans un territoire émotionnel où tu ne sais pas quoi dire ». Quand vous voulez qu'il partage ce qu'il ressent, il entend « Donne-moi des informations que je peux utiliser pour créer des attentes que tu ne pourras pas satisfaire ». Quand vous cherchez de la proximité physique, il sent sa bulle de sécurité personnelle se rétrécir jusqu'à ce qu'il ait l'impression de ne plus pouvoir respirer librement. Ce n'est pas qu'il vous rejette personnellement, c'est que l'intimité lui demande de fonctionner dans un mode qu'il ne maîtrise pas et qui lui coûte une énergie émotionnelle considérable qu'il préfère économiser. Imaginez devoir parler une langue étrangère toute la journée, même pour les conversations les plus simples, et vous commencerez à comprendre à quel point l'intimité peut être épuisante pour quelqu'un qui n'a jamais appris à naviguer naturellement dans les eaux des émotions partagées. Chaque moment d'intimité lui demande de décoder vos signaux, de calibrer ses réponses, de surveiller vos réactions pour s'assurer qu'il dit et fait les bonnes choses. Et le pire, c'est qu'il n'est jamais sûr de réussir. Il peut passer une soirée entière à croire que tout va bien et découvrir le lendemain que vous avez remarqué qu'il était distant ou que quelque chose dans son attitude vous a fait sentir rejeté. Cette imprévisibilité des résultats, malgré ses efforts, le frustre profondément parce qu'il ne comprend pas les règles du jeu émotionnel que vous semblez maîtriser naturellement. Alors, il préfère éviter le jeu complètement
plutôt que de continuer à perdre à un jeu dont il ne comprend pas les règles. L'intimité lui fait également comprendre qu'il a des obligations émotionnelles envers vous qu'il ne sait pas comment remplir. Quand vous êtes triste, il devrait vous consoler, mais il ne sait pas comment le faire de manière authentique. Quand vous êtes heureuse, il devrait partager votre joie, mais il ne ressent pas les choses avec la même intensité. Quand vous avez besoin de réassurance, il devrait vous la donner, mais il ne comprend pas pourquoi vous en avez besoin. Ces obligations émotionnelles constantes lui donnent l'impression d'être en permanence en situation d'échec, et cette pression est exactement ce qu'il fuit quand il choisit la solitude. Dans la solitude, personne n'attend rien de lui émotionnellement. Il n'a pas à performer l'empathie qu'il ne ressent pas, à simuler l'enthousiasme qu'il n'a pas, à offrir le soutien qu'il ne sait pas donner. Il peut simplement exister sans devoir répondre aux besoins émotionnels de quelqu'un d'autre, et cette liberté vaut plus que tous les bénéfices que l'intimité pourrait lui apporter. Mais ce rejet systématique de l'intimité cache une peur beaucoup plus profonde que la simple fatigue émotionnelle. Ce que les évitants craignent le plus dans l'intimité, ce n'est pas d'être blessés ou rejetés comme la plupart des gens le pensent. C'est de perdre le contrôle sur leur propre fonctionnement émotionnel qu'ils ont mis des années à perfectionner et qui leur permet de naviguer dans la vie sans trop de turbulences. L'intimité demande d'ouvrir des portes qu'ils préfèrent garder fermées, non pas parce qu'il n'y a rien derrière, mais parce qu'ils ne font confiance à personne d'autre qu'eux-mêmes pour gérer ce qu'il y a derrière ces portes. Quand vous vous rapprochez émotionnellement, vous commencez à avoir de l'influence sur ses humeurs, ses décisions, ses priorités. Et cette influence, même positive, lui fait perdre quelque chose qu'il valorise plus que tout. La capacité de rester stable émotionnellement, indépendamment de ce que font les autres. Pour un évitant, dépendre de quelqu'un d'autre pour son bien-être émotionnel, même partiellement, c'est accepter de devenir vulnérable à des variables qu'il ne peut pas contrôler. Votre humeur peut affecter la sienne. Vos problèmes peuvent devenir ses préoccupations. Vos besoins peuvent interférer avec ses plans, et cette interdépendance émotionnelle lui fait perdre la liberté absolue qu'il a toujours eue de gérer sa vie selon ses propres termes, sans avoir à considérer l'impact de ses choix sur quelqu'un d'autre. Dans la solitude, il peut décider de rester au lit toute la journée sans avoir à expliquer pourquoi ou à gérer la déception de quelqu'un d'autre. Il peut changer d'humeur sans avoir à rassurer personne sur le fait que ce n'est pas de leur faute. Il peut prendre des décisions impulsives sans avoir à négocier ou à justifier ses choix. Cette autonomie totale sur sa propre existence est quelque chose qu'il n'est pas prêt à négocier, même pour les bénéfices de l'intimité. L'intimité lui demande également de devenir prévisible d'une manière qui lui fait peur, parce qu'être prévisible signifie que l'autre personne commence à avoir des attentes sur son comportement. Si vous savez qu'il vous appelle tous les soirs, vous commencez à l'attendre. Si vous savez qu'il réagit bien quand vous partagez vos problèmes, vous commencez à compter sur cette réaction. Si vous savez qu'il est affectueux dans certaines circonstances, vous commencez à créer ces circonstances. Et soudain, il se retrouve dans une situation où il doit maintenir un certain niveau de performance émotionnelle pour ne pas vous décevoir, ce qui transforme ses comportements naturels en obligations qu'il ressent comme une pression constante. Cette pression de devoir être quelqu'un de spécifique pour quelqu'un d'autre va à l'encontre de son besoin fondamental de rester flexible et imprévisible, même pour lui-même. Dans la solitude, il peut être différent chaque jour, sans avoir à expliquer ses variations ou à maintenir une cohérence pour le confort de quelqu'un d'autre. Il peut explorer différents aspects de sa personnalité sans craindre que ces explorations créent de la confusion ou de l'insécurité chez son partenaire. Mais ce besoin obsessionnel de contrôle et d'autonomie cache quelque chose que même lui ne réalise pas complètement. Une vie secrète qu'il mène quand personne ne regarde. Il y a une vie secrète que mènent les évitants quand ils sont seuls, une existence parallèle que vous ne soupçonnez pas et qu'ils protègent jalousement de toute intrusion extérieure. Cette vie n'est pas glamour ou mystérieuse comme vous pourriez l'imaginer. C'est une vie d'une simplicité et d'une prévisibilité absolue qui leur permet de retrouver un équilibre émotionnel qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Quand un évitant est seul, il suit des rituels qui peuvent sembler banals,
mais qui ont une fonction psychologique précise, lui permettre de revenir à son état émotionnel de base comme si on appuyait sur un bouton reset. Il peut passer des heures à faire des choses répétitives qui ne demandent aucune décision émotionnelle complexe. Regarder des séries qu'il a déjà vues, jouer à des jeux qui ne le challengent pas émotionnellement, lire des articles sur des sujets qui l'intéressent sans qu'il ait à partager ses opinions avec quelqu'un d'autre. Ces activités lui permettent de faire fonctionner son cerveau dans un mode où il n'a pas à analyser, décoder ou répondre à des stimuli émotionnels externes. Et ce repos mental est quelque chose qu'il ne peut jamais obtenir en présence d'une autre personne, même silencieuse. Dans sa solitude, il récupère l'énergie émotionnelle qu'il dépense en société sans même s'en rendre compte. Vous pensez peut-être qu'il réfléchit à votre relation, qu'il analyse vos dernières conversations, qu'il planifie comment améliorer les choses entre vous. La réalité est beaucoup moins flatteuse. Il essaie activement de ne pas penser à vous ou à votre relation parce que penser aux relations lui demande une énergie émotionnelle qu'il préfère économiser. Il utilise sa solitude pour vider son esprit de toutes les complications émotionnelles que les relations apportent dans sa vie, et cette vidange mentale est essentielle à son bien-être psychologique. C'est pendant ces moments qu'il redevient lui-même, sans avoir à ajuster sa personnalité aux attentes ou aux besoins de quelqu'un d'autre. Il peut être aussi asocial qu'il le veut, sans que personne le juge. Il peut être aussi silencieux qu'il le souhaite, sans que personne s'inquiète. Il peut être aussi détaché qu'il le ressent naturellement sans avoir à expliquer ou justifier cet état. Cette authenticité totale, sans audience et sans conséquences sociales, lui rappelle qui il est vraiment quand il n'a pas à performer l'intimité ou la connexion pour quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi quelque chose de plus troublant dans ses habitudes de solitude. Il pratique mentalement des conversations qu'il n'aura jamais avec vous. Il répète des explications qu'il ne vous donnera jamais. Il formule des excuses qu'il ne présentera pas. Il imagine des scénarios où il vous dit la vérité sur ce qu'il ressent vraiment. Ces répétitions mentales lui donnent l'illusion qu'il communique avec vous sans avoir à prendre le risque réel de la communication, et cette simulation lui suffit souvent pour éviter d'avoir à faire l'effort de la vraie conversation. Dans sa tête, il peut être le partenaire parfait, compréhensif et communicatif qu'il n'arrive pas à être dans la réalité. Et cette version fantasmée de lui-même le satisfait suffisamment pour qu'il ne ressente pas le besoin urgent de travailler sur la version réelle. Mais ce qui est le plus révélateur de ses habitudes de solitude, c'est comment il utilise ce temps pour vous tester sans que vous le sachiez. La solitude n'est pas seulement un refuge pour les évitants, c'est aussi une arme psychologique qu'ils utilisent pour tester votre niveau de dépendance émotionnelle et maintenir le contrôle dans la relation. Chaque fois qu'un évitant disparaît dans sa solitude, il observe attentivement comment vous réagissez à son absence. Est-ce que vous lui envoyez des messages pour savoir où il est? Est-ce que vous semblez anxieuse ou contrariée quand il revient? Est-ce que vous posez des questions sur ce qu'il a fait pendant qu'il était seul? Toutes ces réactions lui donnent des informations précieuses sur votre niveau de besoin émotionnel. Et plus vous montrez que son absence vous affecte, plus il se sent en position de force dans la relation. Cette dynamique lui permet de mesurer exactement combien vous avez besoin de lui sans qu'il ait à révéler combien il a besoin de vous, créant un déséquilibre de pouvoir qu'il utilise consciemment ou inconsciemment pour maintenir le contrôle. Quand vous réagissez mal à ses absences, il peut vous faire sentir que vous êtes trop demandante, trop dépendante, trop émotionnelle. Quand vous ne réagissez pas, il peut interpréter votre détachement comme une preuve que vous ne tenez pas vraiment à lui. C'est un piège psychologique parfait où il gagne dans tous les cas. Soit vous prouvez que vous avez besoin de lui plus qu'il n'a besoin de vous, soit vous prouvez que vous ne tenez pas assez à lui pour être affecté par son absence. Cette utilisation stratégique de la solitude lui permet aussi de conditionner votre comportement sans avoir à communiquer directement sur ses besoins. Si vous apprenez que le questionner sur ses absences provoque sa colère ou son retrait, vous arrêtez de le questionner. Si vous découvrez que montrer de l'anxiété quand il disparaît le fait disparaître encore plus longtemps, vous apprenez à cacher votre anxiété. Progressivement,
Vous adaptez votre comportement à son besoin de solitude sans qu'il ait jamais eu à vous expliquer pourquoi il a ce besoin ou à négocier un compromis qui respecte aussi vos besoins à vous. Il obtient exactement ce qu'il veut, la liberté de disparaître quand il le souhaite, sans avoir à donner quoi que ce soit en échange, et cette asymétrie dans la relation lui convient parfaitement. Mais le plus pervers dans cette dynamique, c'est qu'il utilise votre amour pour lui contre vous. Plus vous l'aimez, plus ses absences vous font mal, et plus il peut vous faire sentir que votre douleur est votre problème, pas le sien. Il peut disparaître pendant des jours, revenir comme si de rien n'était, et si vous exprimez de la frustration, il peut vous faire sentir que vous êtes irrationnel ou possessive. Cette inversion de la responsabilité émotionnelle est peut-être l'aspect le plus toxique de sa relation à la solitude. Il peut vous blesser par son absence et ensuite vous faire sentir coupable d'être blessé. Il transforme votre réaction naturelle à l'abandon en preuve de votre instabilité émotionnelle et cette manipulation psychologique subtile vous fait douter de la légitimité de vos propres besoins relationnels. Au fil du temps, cette dynamique érode votre confiance en vous et votre capacité à identifier ce qui est normal dans une relation, parce qu'il normalise des comportements qui ne devraient pas l'être. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est le prix psychologique énorme que vous payez pour son besoin de solitude. Vivre avec quelqu'un qui préfère systématiquement la solitude à votre compagnie vous fait payer un prix psychologique dont vous ne mesurez probablement pas l'étendue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce prix commence par quelque chose d'apparemment innocent. Vous commencez à douter de votre propre désir de connexion. Quand quelqu'un fuit constamment l'intimité avec vous, votre cerveau commence naturellement à se demander si le problème ne vient pas de vous, si vos besoins de proximité ne sont pas excessifs, si votre désir de partager et de connecter n'est pas en fait une forme de demande émotionnelle inappropriée. Vous commencez à intérioriser l'idée que vouloir de la proximité, c'est être neediness, que chercher de l'intimité, c'est être envahissante, que espérer de la réciprocité émotionnelle, c'est être déraisonnable. Cette érosion de votre confiance en la légitimité de vos besoins relationnels est l'un des dommages les plus insidieux de cette dynamique parce qu'elle vous fait douter de votre propre santé émotionnelle. Progressivement, vous apprenez à réduire vos attentes, à diminuer vos demandes, à accepter des miettes d'attention comme si c'était suffisant pour nourrir votre besoin de connexion. Vous développez une capacité troublante à vous satisfaire de très peu, à interpréter les plus petits gestes d'ouverture comme des preuves d'amour extraordinaires, à être reconnaissante pour des niveaux d'intimité qui devraient être le minimum dans une relation saine. Cette adaptation à la privation émotionnelle vous fait perdre le contact avec ce que vous méritez vraiment et ce dont vous avez besoin pour être épanoui dans une relation. Le prix que vous payez inclut aussi une solitude paradoxale. Vous vous sentez plus seul quand vous êtes avec lui que quand vous êtes réellement seul. Parce qu'être avec quelqu'un qui est émotionnellement absent est pire que l'absence physique totale, cela vous rappelle constamment ce qui vous manque sans vous donner la liberté de chercher cette connexion ailleurs. Vous vivez dans un état de privation émotionnelle constante, entouré par la présence physique de quelqu'un qui refuse de vous donner la présence émotionnelle que vous cherchez. Cette solitude relationnelle est particulièrement toxique parce qu'elle vous fait sentir que le problème vient de vous. Si vous étiez différente, plus intéressante, moins demandante, peut-être qu'il voudrait partager plus avec vous. Vous commencez à porter la responsabilité de son retrait émotionnel, comme si c'était votre job de trouver la bonne formule pour qu'il veuille être proche de vous. Au fil du temps, vous perdez aussi la capacité de faire confiance à vos propres perceptions sur ce qui se passe dans la relation. Quand il vous dit qu'il a besoin d'espace, vous apprenez à ne pas questionner pourquoi ou pour combien de temps. Quand il revient sans explication, vous apprenez à ne pas demander où il était émotionnellement pendant son absence. Cette suppression de votre curiosité naturelle et de votre besoin de compréhension érode votre capacité à être une partenaire active dans votre propre relation. Vous devenez spectatrice de votre propre vie amoureuse, acceptant passivement ses allées et venues, sans jamais avoir votre mot à dire sur le rythme ou la direction de votre connexion. Mais le prix le plus élevé que vous payez, c'est peut-être la normalisation de l'amour conditionnel et intermittent. Vous apprenez à accepter
qu'être aimé soit dépendant de votre capacité à ne pas déranger, à ne pas demander, à ne pas exister émotionnellement de manière trop visible. Cette leçon toxique sur l'amour peut vous affecter pendant des années, même après que cette relation soit terminée, parce qu'elle redéfinit vos standards sur ce qui est acceptable dans l'intimité. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur ce système qu'il a créé. Il n'est pas aussi solide qu'il le croit. Il arrive un moment dans la vie de certains évitants où leur système parfaitement orchestré s'effondre, où la solitude qui les a toujours sauvés devient soudain insuffisante pour gérer ce qu'ils ressentent. Ce moment arrive généralement quand ils réalisent qu'ils sont sur le point de perdre quelqu'un qui compte vraiment pour eux et que toute leur stratégie d'évitement ne les protège plus de la douleur qu'ils essayaient d'éviter. Ironiquement, c'est souvent quand ils sont le plus seuls qu'ils comprennent enfin le prix de leur solitude. Quand la personne qu'ils ont repoussée par leurs absences répétées arrête finalement de les attendre, quand elle trouve la force de construire sa vie sans eux, quand elle n'est plus disponible émotionnellement pour leur retour sporadique. C'est à ce moment qu'ils découvrent que la solitude qui était leur refuge peut devenir leur prison. Parce que soudain, ils sont seuls, non pas par choix, mais par conséquence de leur choix. Et cette nuance change tout dans leur expérience de la solitude. La solitude choisie les protégeait du monde extérieur, mais la solitude subie les confronte à leur monde intérieur, et ce qu'ils y trouvent n'est pas toujours aussi paisible qu'ils l'imaginaient. Dans ces moments de crise, certains évitants font quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Ils essaient de reconnecter. Pas de la manière superficielle et temporaire qu'ils ont toujours utilisée, mais avec une urgence et une sincérité qui révèlent enfin la profondeur de ce qu'ils ressentent vraiment. C'est dans ces moments qu'ils découvrent que l'intimité qu'ils ont évitée pendant si longtemps était peut-être exactement ce dont ils avaient besoin pour se sentir véritablement vivants. Que la prévisibilité de leur solitude, qui leur semblait si rassurante, était en fait une forme de mort émotionnelle lente qui les privait de tout ce qui rend la vie riche et significative. Mais ces moments de lucidité arrivent souvent trop tard, quand les dégâts dans leurs relations sont déjà irréparables, quand les personnes qu'ils aimaient ont appris à vivre sans eux et ne sont plus disposées à reprendre le cycle toxique d'approche et d'évitement. Pour ceux qui ont la chance d'avoir cette révélation à temps, le chemin vers l'intimité reste difficile, parce qu'ils doivent apprendre à tolérer l'inconfort de la connexion émotionnelle sans fuir vers leur refuge habituel. Ils doivent développer une nouvelle définition de la sécurité qui inclut la vulnérabilité partagée plutôt que l'isolation autoprotectrice. Mais la plupart n'arrivent jamais à ce moment de révélation et continuent à choisir la solitude jusqu'à ce qu'elle devienne tout ce qu'il leur reste. Si vous aimez un évitant, comprendre pourquoi il préfère la solitude à l'intimité avec vous peut vous aider à décider si vous voulez continuer à payer le prix de sa stratégie d'évitement. Ce n'est pas de votre responsabilité de le convaincre que l'intimité vaut le risque ou d'attendre qu'il réalise ce qu'il perd en vous gardant à distance. Votre responsabilité est de décider si vous pouvez accepter d'être aimé à temps partiel par quelqu'un qui préfère sa solitude à votre présence, ou si vous méritez quelqu'un qui choisit activement l'intimité avec vous plutôt que de la fuir. Et si vous êtes vous-même évitant et que vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que la solitude qui vous protège aujourd'hui pourrait bien devenir la raison pour laquelle vous finirez réellement seul demain. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose que vous viviez sans arriver à le nommer, likez pour qu'elle puisse aider d'autres personnes dans la même situation. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que derrière la préférence pour la solitude se cache souvent une peur de l'intimité qui coûte cher à tout le monde. Et dites-moi en commentaire, quelle partie de ce comportement avez-vous le plus reconnu? Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul face à cette réalité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo.